Alors, moi, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Candide ou l'optimisme. Vous l'étudiez en ce moment? C'est vrai? Eh ben, c'est pas fini. Ok. Donc, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Candide ou l'optimisme, que manifestement vous connaissez, et qui a été écrit par Voltaire, c'est-à-dire lui, en 1759. Ok, écoutez bien, je vous lis un passage, et ensuite je vous pose une question. Ok? Ok. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. Je vous pose une question. Qui pense avoir compris cet extrait? Qui pense le contraire? Et qui ne répond pas? D'accord. Ok, pour vérifier si vous avez compris pas, je vais vous poser une deuxième question. Qui pense que Pangloss est un brillant savant? Qui pense le contraire? C'est bien parce que vous étudiez Voltaire. Bah, pourtant, ce qu'écrit Voltaire là dans les lignes, c'est... Vous avez déjà lu... Qui a déjà lu cet extrait? Une classe sur deux. Mais c'est bon, je vais interroger que ceux du fond alors. Alors, pourtant dans le texte, je veux dire, ce que Voltaire a écrit, c'est que Pangloss est un savant en titre complexe, qu'il fait d'admirables démonstrations. Enfin, autrement dit, Pangloss, il a tout d'un brillant savant, d'accord? Ça pourrait très bien être Einstein qui nous récite sa fameuse formule E égale MC2. Pourtant, si on regarde mieux, dans les titres complexes, il y a la nigologie, c'est-à-dire une science inventée à partir du mot nigo, ce qui, à mon avis, n'est pas un compliment. Et les admirables démonstrations que fait Pangloss, c'est « il n'y a point d'effet sans cause ». Autrement dit, tout effet provient d'une cause. Mais ça, c'est juste la définition d'un effet, d'accord? C'est aussi débile que de dire l'eau, ça mouille. C'est écrit dans le dictionnaire. Bon, je vous repose la question. Qui pense, surtout au fond, qui pense maintenant que Pangloss est un brillant savant? Bon, il y en a qui n'écoutent pas très bien l'exposé, apparemment. Ok, ouais, bon, clairement, là, on voit très bien que si on regarde mieux le texte, Pangloss, c'est pas un brillant savant, c'est un nigo aux apparences de scientifique. D'accord? Qui dit que des âneries. Bon, maintenant, je vous repose la question, maintenant qu'on a bien mis ça au clair. Qui pense avoir compris l'extrait? Qui pense ne pas l'avoir compris encore? Ok, bon, c'est bon, tout le monde a compris. Mais en fait, pas du tout, d'accord? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout compris dans cet extrait. Il y a un réel message qui est caché derrière ça. C'est pas juste que Pangloss est stupide, le réel message de cet extrait. En fait, ce que Voltaire fait dans cet extrait, c'est qu'à travers le personnage de Pangloss, il attaque quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Leibniz. Alors, première question, qui est Leibniz, d'accord? Alors, son nom entier, c'est Gottfried Wilhelm Leibniz. Il est né en 1646 et il est mort en 1716. Et Leibniz, dans la vie, ce qu'il faisait, c'est qu'il était philosophe, scientifique, mathématicien, et logicien, et diplomate, et juriste, et bibliothécaire, et philologue. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il n'y en a pas plus. Alors, ok, apparemment, c'est un homme très brillant. Alors, pourquoi est-ce que Voltaire s'y attaque? Leibniz, il était philosophe, et il avait une philosophie, selon lui, selon Leibniz, Dieu a créé le meilleur monde possible. Donc ça a une première conséquence, c'est que s'il arrive un malheur dans le monde, ça sert à rien de vous bouger pour essayer de le changer. Dieu a créé le meilleur monde possible. Donc, à moins que vous soyez meilleur que Dieu, restez au lit, d'accord? Et ça, Voltaire, il était fondamentalement contre cette philosophie. Parce que justement, Voltaire pense que le monde est améliorable et qu'il faut essayer de l'améliorer. Et pour exprimer sa critique envers la philosophie de Leibniz, il a écrit Candide, ou l'optimisme, et dans ce livre, il compare Leibniz à un imbécile, Pangloss, et il se moque de lui pendant tout le livre.
Voilà, alors la petite anecdote, c'est que Voltaire avait une liaison amoureuse avec une femme qui s'appelait Émilie du Châtelet, qui était grande mathématicienne, et qui était une fervente admiratrice de Leibniz. Et ça avait pour effet de rendre Voltaire fou de rage. Bon, mais revenons au message du texte que je vous ai lu au départ. Le message, c'est donc « Leibniz est un nigaud aux apparences de scientifique ». C'est ça, en fait, ce que dit Voltaire dans ce texte. Et je vous pose la question, qui avait compris ça? Bon, là, il y a des tricheurs de premier rang, donc... Qui n'avait pas compris ça? Ok. Bah, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est 50-50. 50 parce qu'ils l'ont étudié en cours de français. Mais c'est tout à fait normal de ne pas avoir compris ça. Alors, ok. Très peu de personnes avaient compris quand même le principal message de ce passage. Donc, je résume un peu ce que je viens de dire depuis le début. Dans le passage que je vous ai lu au début, il y a une nette différence entre ce que Voltaire dit et ce que Voltaire veut faire comprendre. Qu'est-ce que Voltaire dit? C'est le passage qu'on a lu, Pangloss, enseigné, etc. Et puis, ce que Voltaire veut faire comprendre dans l'extrait, en fait, c'est que Leibniz est un nigaud aux apparences scientifiques. Et cette différence entre ce que Voltaire dit et ce que Voltaire fait comprendre, ça s'appelle l'ironie. Plus généralement, l'ironie, c'est dire A pour faire comprendre B. Ok, le but de l'ironie, c'est donc de faire comprendre B. Mais on a bien vu que, en lisant l'extrait, la moitié de la salle n'avait pas compris le message. Alors que si Voltaire avait écrit directement « Leibniz est un nigaud aux apparences de scientifique », là, c'est clair comme de l'eau de roche, d'accord? Tout le monde aurait compris directement. Et Voltaire, il veut transmettre son message. Donc là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Voltaire, il n'a pas écrit directement que Leibniz était un nigaud? Pourquoi est-ce que Voltaire, il a fait de l'ironie? Et la question qu'on peut se poser même dans un cas général, c'est pourquoi faire de l'ironie? D'accord? Alors, juste avant de commencer à répondre à cette question, je vous explique comment est-ce qu'on aurait pu deviner que Pangloss était Leibniz, d'accord? Parce qu'il y en a peut-être qui se demandent comment il sait. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, si je reprends le texte, j'ai eu l'impression qu'il était de travers avec la perspective. Si je reprends le texte, dans le texte, en fait, bon, déjà, on voit que Pangloss a des titres nombreux, d'accord, et divers. Ça nous rappelle un peu les titres de Leibniz, je sais pas si vous vous souvenez de la liste. Et en fait, il y a encore un plus gros indice que ça. Dans le texte, il n'y a point d'effet sans cause. Et ça rappelle directement une phrase, jamais rien n'arrive sans cause, qui a été écrite par Leibniz dans son œuvre Théodicée, qu'il a écrite en 1710. Cette phrase, elle a un nom, elle s'appelle le principe de raison suffisante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1759, quand Voltaire écrit Candide, Leibniz est mort donc 49 ans auparavant, et Leibniz est absolument brillant, il est de renommée au moins européenne, d'accord? Donc tous ceux qui lisent en fait Candide connaissent Leibniz et ils font très bien le lien entre les deux phrases, d'accord? Ils ont compris l'allusion et voilà, les lecteurs cultivés ont compris l'allusion et donc ils reconnaissent Leibniz dans Pangloss. Alors, ok, les lecteurs de l'époque ils reconnaissent, mais on voit bien qu'il y a quand même un inconvénient, c'est que bon, c'est toujours moins clair que s'il avait dit directement, d'accord? Et en plus, aujourd'hui, maintenant, 50% de la salle ne comprend pas le message de Voltaire. Donc là, il y a un gros inconvénient pour Voltaire, avant même de parler de pourquoi faire de l'ironie. Déjà, pourquoi ne pas en faire? Le plus gros inconvénient, c'est que il risque de ne pas du tout être compris par ses lecteurs. C'est quand même un gros inconvénient. Ok, bon. Ça, c'est pour l'inconvénient principal de l'ironie. Mais pour résoudre la question qui a été pourquoi faire de l'ironie, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une étude détaillée de l'exemple que je vous ai donné au départ, d'accord, l'exemple de Candide, et on va en trouver 4 raisons, au moins 4, il y en aurait plus que ça, mais dans le temps imparti d'exposer, on va en trouver 4 raisons de faire de l'ironie. Alors, pour la première raison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer une version avec et une version sans ironie, et on va voir ce que l'ironie apporte au texte. Okay. Sans ironie, Leibniz est un nigaud aux apparences de scientifique. D'accord, c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Avec ironie, Pangloss enseignait la métaphysico, théologo, cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. Bon, alors je vous pose une question. Dans un cas, c'est des insultes directes,
Dans l'autre, c'est un récit littéraire. Et la question que je vous pose, c'est lequel préférez-vous lire, d'accord? Qui préfère lire avec ironie? Qui préfère lire sans ironie? Quand même, il y a des gens qui aiment bien quand c'est clair. Il y a, ouais, je dirais 90, voilà, 80-20. Ok, 80% avec ironie, 20% sans ironie. Et ben, en fait, je vous comprends. Moi, je préfère lire avec ironie. Dans un cas, c'est subtil, c'est drôle, c'est une moquerie, et puis c'est une histoire. Et dans l'autre, c'est juste violent, d'accord? Juste direct. Et bien que, donc là, le fond est le même, hein, c'est le même message. Simplement, la forme a beaucoup changé. Et il se trouve qu'en littérature, la forme importe autant, voire plus, que le fond. Et en plus, au XVIIIe siècle, il faut savoir, c'est une époque où les gens riches et cultivés font beaucoup de dîners. Et il y a souvent des moqueries dans ce genre de dîner, des potins. Il y en a dans les nôtres aussi d'ailleurs. Et à l'époque, faire une attaque excellente, et élégante surtout, attaquer quelqu'un de manière élégante, c'est faire de l'ironie. D'accord? C'est passer par un détour. C'est attaquer sans en avoir l'air. D'accord? C'est ça qui est élégant à l'époque. Et donc, en fait, Voltaire, quand il écrit sous forme d'ironie, une des raisons pour lesquelles il écrit sous forme d'ironie, et en fait, la première raison de faire de l'ironie pour Voltaire, c'est rendre le texte plus élégant. Plus le texte est élégant, plus vous allez avoir envie de le lire, et plus vous allez lire ses idées et ses messages. Voilà pour la première raison. Bon. Deuxième raison de faire de l'ironie. On reprend le texte, et maintenant que vous savez, je vous ai donné tout le message qu'il y avait derrière, vous savez tous pourquoi est-ce qu'il écrit ça, on le relit. Pangloss enseignait la métaphysico, théologo, cosmologologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. Donc là, on a bien compris qu'il se moquait de Leibniz. Ok, donc Voltaire attaque Leibniz. Et moi, j'ai envie de vous poser une question maintenant, c'est de quel côté êtes-vous? Qui aurait plutôt tendance à être du côté de Voltaire? D'accord. Qui aurait plutôt tendance à être du côté de Leibniz? D'accord, donc là, c'est du 99,9%, on va dire, sachant qu'il y a un petit peu d'abstention. Ouais, pour Voltaire. Clairement, tout le monde est du côté de Voltaire. Pourquoi est-ce qu'on est si unanime? Alors que Leibniz, je vous ai dit, c'est un brillant savant. Et en fait, Voltaire nous a fait rire, d'accord? On s'est moqué avec lui de Leibniz. On a partagé un secret, on a bien ri, c'était une bonne histoire. Donc là, clairement, en fait, Voltaire a instauré une complicité entre lui et nous. Et cette complicité, ça a eu pour effet de nous mettre dans sa poche, quoi. Clairement, là, il y a la deuxième raison de faire de l'ironie pour Voltaire, c'est mettre le lecteur dans sa poche. Et s'il vous a mis dans sa poche, ben vous êtes plutôt de son côté. Et lui, c'est son but, d'accord? Il veut descendre la philosophie de Leibniz. Voilà pour la deuxième raison de faire de l'ironie. Alors, pour les deux dernières raisons qui restent, je vous mets en situation. On est en 1759, et vous lisez Candide pour la première fois. Prenez le livre, vous l'ouvrez, et vous tombez parmi les premières pages du livre sur le passage que je vous ai lu, qui est au début du livre. Vous lisez, Pangloss enseignait la métaphysico. Bon, métaphysique, vous connaissez. D'accord, c'est une science connue. Théologo, la théologie, vous connaissez. D'accord. Cosmologologie. Bon. Ça, non, vous ne connaissez pas. Okay, donc vous tiquez. Puis vous continuez, il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. Bon, ça, c'est débile. Donc, enfin, c'est évident plutôt. Donc, prouvait admirablement, ok, vous tiquez. Et puis vous continuez votre lecture. Et comme tout Candide est ironique, vraiment, si vous n'avez pas lu Candide, lisez-le, tout est ironique. Vous allez beaucoup tiquer. Et il y a forcément un temps, probablement assez court, à partir duquel vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'ironie dans le texte. C'est probablement assez court. Généralement, c'est au bout de 10 lignes. Et vous allez reprendre le texte et vous allez vous rendre compte que il y avait de l'ironie. Là, il y avait de l'ironie. Et en fait, il y a de l'ironie partout. Et donc, une fois que vous avez compris qu'il y avait de l'ironie, vous allez chercher quel était le message qui était caché derrière. Et pour trouver le message qui est caché derrière le texte explicite, vous allez devoir le remettre en question, ce texte. Et pour pouvoir remettre en question quelque chose, on a besoin d'utiliser son esprit critique. Et ça, c'est la troisième raison pour laquelle Voltaire fait de l'ironie. La raison 3, c'est développer l'esprit critique du lecteur. Pourquoi? Parce que un lecteur qui a l'esprit critique aiguisé
va être beaucoup plus enclin à remettre en question la philosophie de Leibniz. Lui, c'est son but, Voltaire. Il veut que vous critiquiez la philosophie de Leibniz. Plus il aiguise votre esprit critique, mieux c'est pour lui. Quatrième raison, reprenons le texte, vous continuez, et là, vous avez compris qu'il y avait de l'ironie, vous cherchez les sens cachés. Ok. Vous tombez sur la phrase « il n'y a point d'effet sans cause ». Je l'ai dit au début, ça vous fait penser directement au principe de raison suffisante. Vous vous souvenez de Leibniz. Mais j'ai pas dit quelle était la différence. Quelle est la différence entre les deux, en fait? Bon, si on observe les deux, donc la phrase de Pangloss, c'est « il n'y a pas d'effet sans cause ». Il n'y a point d'effet sans cause. Autrement dit, tout effet provient d'une cause. Ça, je l'ai dit, c'est évident, c'est la définition. D'accord, c'est écrit dans le dictionnaire. La phrase de Leibniz, en revanche. La phrase de Leibniz, c'est « jamais rien n'arrive sans cause ». Autrement dit, toute chose a une cause. Chose, par exemple, un exemple, ce serait une brûlure, par exemple, la cause, c'est la chaleur. Et la chaleur, ce serait le feu, une réaction chimique, etc. On peut remonter comme ça. D'accord? Donc ça a l'air vrai, ce que dit Leibniz, ok? Toute chose a une cause. Ça a peut-être même l'air évident. D'accord? Peut-être que c'est pareil que ce que dit Pangloss, en fait. Mais il y a des choses, c'est moins évident de trouver leur cause. D'accord? L'univers, c'est quoi la cause de l'univers? Bon, la science dit c'est le Big Bang. Ok, on a trouvé la cause, c'est bon. Mais le Big Bang, alors? C'est quoi la cause du Big Bang? Ça, même la science, elle sait pas. D'accord? Donc il y a des gens qui pensent qu'il y a une cause, il y en a qui pensent qu'il n'y en a pas. Les gens sont partagés. Quelle est la cause du Big Bang? Est-ce que c'est Dieu, par exemple? Quelque chose qu'on appellerait Dieu? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Leibniz nous dit « moi, je pense que toute chose a une cause ». Donc c'est pas évident. Lui, il nous donne son avis. Il pense que le Big Bang a une cause. Et ça, c'est pas évident, c'est un principe philosophique, d'accord? Et donc ça, c'est intéressant. C'est pas juste une définition, c'est un principe. Ok, alors Voltaire, il avait rien compris en fait à Leibniz, c'est ça? Donc il pense que ce que dit Leibniz, c'est stupide, donc il est complètement passé à côté de la phrase en fait. Non, Voltaire, il est pas bête. Quand Voltaire, en fait, il y a une raison pour laquelle il a remplacé la phrase de Leibniz par une phrase stupide. Il y a une fondamentale différence entre les deux. En fait, si on reprend le texte, la raison pour laquelle Voltaire a mis une phrase stupide à la place, c'est que quand vous avez lu la phrase stupide, vous vous êtes rendu compte que c'était stupide et qu'il y avait un lien avec la philosophie de Leibniz. Et donc, vous avez été poussé par le texte à vous demander quelle était la différence entre les deux. Et donc, vous avez dû réfléchir par vous-même à la philosophie de Leibniz pour trouver si elle était réellement différente ou non de la phrase stupide. Et donc là, une raison, quatrième et dernière qu'on va voir aujourd'hui, raison de faire de l'ironie, c'est conduire le lecteur à réfléchir par lui-même. Ça, c'est intéressant pour Voltaire. Il veut que vous remettiez en cause la philosophie de Leibniz. Plus vous réfléchissez par vous-même, et mieux ce sera pour lui. Alors Voltaire, j'oubliais, mais Voltaire l'annonce lui-même comme une volonté. Dans le dictionnaire philosophique de 1764, Voltaire écrit « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ». Autrement dit, les livres les plus utiles pour le lecteur, c'est ceux au cours desquels le lecteur doit faire une part du raisonnement, doit être actif. Bon, et bien si je récapitule un peu ce qu'on a vu depuis le début de l'exposé, on s'était posé la question « Pourquoi faire de l'ironie ?» Question qui se pose, puisque un des premiers inconvénients de l'ironie, c'est risquer de ne pas du tout être compris par ses auditeurs ou ses lecteurs. Et c'est encore plus vrai en littérature, parce que on est d'accord que quand on parle et qu'on fait de l'ironie, on comprend plutôt bien, parce qu'en fait, on met le ton. D'accord? Si vous dites « bien coiffé aujourd'hui », ça veut juste, vous êtes en train de vous moquer de la personne, c'est assez clair. Mais dans un texte littéraire, c'est pas le cas. Et donc, pour réussir à détecter le plus facilement l'ironie dans un texte littéraire, en fait, il faut avoir beaucoup lu. Il faut avoir l'habitude, il faut avoir de la culture. C'est comme ça qu'on repère s'il y a des sens cachés ou non. Et on a vu 4 raisons, que je récapitule rapidement. La première raison, c'est de rendre le texte plus élégant. On avait tous plus envie de le lire. Deuxième raison, c'est de mettre le lecteur dans sa poche, d'accord, en créant une complicité, en le faisant rire. Troisième raison, développer l'esprit critique. Il faut remettre en question le texte pour comprendre l'ironie. Et dernière raison, conduire le lecteur à réfléchir par lui-même. Parce que il va pas comprendre tout seul le message qui est... vous ne lui donnez pas le message qui est caché derrière. Il doit le comprendre tout seul. Et si vous deviez retenir 3 choses de cet exposé, vraiment, si vous deviez n'en retenir que 3,
et repartir avec chez vous, la première chose à retenir, c'est un exemple classique de œuvre ironique, c'est Candide ou l'optimisme de Voltaire. Ça, c'est vraiment une œuvre classique et c'est ironique. Voilà, ça c'est une chose à retenir. Et les deux autres choses à retenir, ce seraient les deux dernières raisons qui sont peut-être celles auxquelles on pense le moins naturellement quand on veut faire de l'ironie. Première raison, c'est développer l'esprit critique de celui qui écoute ou qui lit. Et la dernière, c'est conduire le lecteur à réfléchir par lui-même. Voilà. Merci. Je vais vous poser une question d'abord. Quelle discipline c'était? Difficile. Attends, faut qu'il réponde. Ouais. Philosophie, ouais, il y a de ça. On pourrait en mettre une autre peut-être en plus, mais c'est vrai. On pourrait en mettre, ouais. Littérature, voilà. Donc c'est parfaitement dans... Effectivement, hein. C'est littérature et philosophie, je l'ai pas écrit, mais tu as tout à fait raison, d'accord. Il y avait pas mal de philo parce que j'ai parlé de Leibniz, de la philosophie, etc. Il y avait de ça. C'était plus axé littérature quand même parce que j'ai parlé d'ironie et c'était plutôt des procédés stylistiques. Enfin, j'essayais d'analyser un peu l'intérêt d'un procédé stylistique. Mais c'est complètement dans la spécialité littérature, humanité, humanité, littérature et philosophie que vous pouvez choisir en fin seconde. D'accord? Donc voilà, c'était pour vous présenter ça. Et ça, c'est du niveau première. J'ai regardé les programmes de lycée et je pensais pas que vous l'auriez déjà vu. Parce que, en fait, normalement, on le voit en première. Mais peut-être qu'ils n'ont pas étudié tout ce que tu as dit. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Ah, vous l'avez étudié ce matin. Donc j'ai vraiment pas de peau, en fait. C'est okay. La même phrase. Putain. Je suis désolé, quoi. Genre, vraiment. C'est pas tout à fait le même. Peut-être. Ok. Alors, qui suis-je? Donc, vous me connaissez parce que je me suis déjà présenté il y a 10 minutes. Mais je vais juste vous présenter un peu mon parcours, parce que dont j'ai pas parlé pour vous. Si je parle de mon parcours et de ce que j'ai choisi, c'est juste pour vous expliquer, pour vous aider à vous orienter, en vous donnant un exemple d'orientation, quoi, le mien. Alors, j'ai fait un lycée général du Val d'Oise, d'accord, d'un coin paumé du Val d'Oise. Et puis ensuite, je suis rentré en classe préparatoire mathématiques à Saint-Louis, à Paris. Et puis en 2016, je suis rentré à l'ENS en maths. Et alors, pourquoi pas la littérature? D'accord, parce que j'ai fait un exposé de littérature alors que je fais des maths. Donc pourquoi j'ai pas choisi la littérature? Je pense que la raison principale pour laquelle j'ai pas choisi la littérature, c'est que à l'époque, c'était impossible de faire maths et littérature. Maintenant, c'est possible. Mais à l'époque, faire une spécialité littérature et faire une spécialité mathématique, c'était antinomique. Vous pouvez pas faire les deux. Donc, vous avez une forme de chance de pouvoir faire les deux. Moi, je pouvais pas. Et donc, voilà. Donc, je préférais les maths. Donc, j'ai choisi S à l'époque. Et au revoir la littérature. Et surtout, à l'époque, ça c'est un truc dont j'ai pu avoir la connaissance que parce que j'ai des amis maintenant littéraires, mais j'avais pas du tout assez conscience de toute l'utilité de faire de la littérature. Enfin, étudier la littérature, c'est découvrir le monde en fait, découvrir le monde, les hommes, l'humanité, les relations en société. Enfin, c'est juste extrêmement instructif. Enfin, on peut mûrir rien qu'en lisant des livres. D'accord, on peut juste acquérir plus de maturité rien qu'en lisant. Et ça, j'en avais pas du tout conscience à l'époque. Hein. Je pensais qu'il fallait faire des commentaires composés. Voilà, c'était ça. Ça s'arrêtait là, la littérature, quoi. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Merci.